Bon, ben on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce comptoir consacré à l'architecture Ascom. Je m'appelle Pierre-Jean Doucet et je serai accompagné d'Adrien Gros. Nous sommes tous les deux, mon petit Adrien, nous sommes tous les deux architectes sur les grands delivery d'Octo. Ce comptoir fait suite à un talk de la DocConf de l'an dernier, qui était l'architecture continue par la pratique, dans lequel on a commencé à aborder quelques notions d'architecture Ascode. Dans ce comptoir, on va vous présenter les raisons qui nous ont amenés à faire de l'architecture Ascode et aussi ce que c'est que l'architecture Ascode. Et on va vous présenter deux REX d'implémentation, un en Greenfield et l'autre en Brownfield avec du Legacy. Donc, les origines, comment on en est arrivé à faire de l'architecture Ascode? C'est venu d'un dilemme, c'est-à-dire que quand on est architecte, on a quand même la volonté que les équipes prennent de plus en plus les décisions par elles-mêmes. Ça nous évite d'être un goulot d'étranglement, ça accélère les décisions, ça fluidifie aussi le delivery, ça permet à l'organisation de passer à l'échelle. Mais d'un autre côté, en tant qu'architecte, comme on a la responsabilité de l'architecture, de la vision globale, on doit en assurer la cohérence. On arrive très vite à un problème qui est que comment être sûr que l'architecture intentionnelle, c'est-à-dire celle qu'on avait définie ensemble avec les équipes, est bien l'architecture implémentée, celle qui tourne en production. Donc, pour résoudre ce problème, on s'est dit qu'on devait se doter d'une boîte à outils. Une boîte à outils qui aurait trois axes. Un axe de vision globale qui nous permettrait de connaître les dépendances entre les applications, de connaître les flux événementiels, de connaître les habilitations réellement utilisées dans nos plateformes et aussi, pour des raisons un peu plus de cybersécurité, les frameworks utilisés par application et leurs versions. Une vision un peu plus centrée sur l'application qui nous donnerait une carte d'identité de l'application avec ses domaines métiers, un schéma sur ses dépendances directes, donc un schéma d'architecture locale, connaître aussi ses habilitations et surtout ses batchs qui sont déclenchés. Et un autre axe qui serait plus une prise de recul avec l'évolution des composants dans le temps, surtout en termes de taille de code, et aussi des composants sans contributeurs, ce qui peut être parfois un peu dangereux. Et alors, bien sûr, cette boîte à outils n'a pas été faite en une seule fois. Elle s'est construite petit à petit, au fur et à mesure que des besoins se sont avérés. Et on voulait aussi que cette boîte à outils soit la plus à jour possible en faisant le moins d'efforts. Donc, on s'est tourné vers de l'architecture Ascode. Alors, l'architecture Ascode, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de traiter l'architecture comme du code, de la décrire, de la versionner, plutôt que de la laisser dans des documents statiques qui deviennent rapidement obsolètes, comme des Word, des PPT, des Miro, qui sont très bien en collaboratif, mais qui ont une durée de vie limitée dans le temps. Donc, pour faire ça, on s'est appuyé sur deux piliers. Un, qui sont les conventions qui sont dans notre code, pour faire émerger directement l'architecture du code. Alors, j'aime bien cette phrase, c'est un peu comme si le code racontait lui-même son architecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais aussi un autre pilier qui est celui d'un DSL, où là, on va plutôt construire un modèle lisible par les machines, mais aussi par les humains, qui décrit clairement comment le système doit fonctionner. Je vais vous commencer par un REX, donc c'est moi qui vais vous le présenter, un REX en Greenfield. Alors, pour vous présenter un peu la plateforme, c'est une plateforme de gestion des urgences qui unifie plusieurs acteurs du secours, qui a donc beaucoup d'enjeux de sécurité, de résilience, d'interopérabilité. Donc, en quelques chiffres, c'est 15 applications, 1 500 000 lignes de code, 167 contributeurs. Alors, tous ne sont pas des développeurs, il y a aussi des PO, des testeurs. Bref, un SI, une plateforme assez significative. Cette plateforme avait un contexte qui était assez favorable, déjà que c'est un Greenfield, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de legacy. Et donc, on n'est pas embêté par d'autres composants. Il y a aussi, on en a profité pour mettre des conventions de nommage très fortes dès l'origine, ce qui a homogénéisé les applications entre elles. C'est-à-dire que toutes les applications, en termes de structure, se ressemblent. Un monorepository, alors pour ceux qui ne savent
parce que c'est qu'un monorepository, c'est en gros un seul repository Git avec un répertoire par application. Ça a vraiment facilité la visibilité du code des équipes les unes par rapport aux autres, puisque c'est très facile d'aller voir ce que font les autres camarades et de copier-coller, enfin pas de copier-coller, mais de copier les pratiques qui ont été mises. Ça offre aussi la possibilité d'avoir un golden pass et de désigner cette application comme étant la plus représentative et celle qui implémente les meilleures pratiques. On avait un langage unique aussi pour le front et pour le back. Ça a vraiment facilité l'exploration du code. Une librairie commune qui est utilisée par toutes les applications et qui porte des variables globales et, à toutes les plateformes, comme par exemple la variable de l'utilisateur connecté, qui chez nous s'appelle toujours agent connecté. Et enfin, des réunions de tech lead régulières qui ont fait un alignement des pratiques et qui ont renforcé la diffusion de ces conventions. Maintenant, comment on a fait de l'architecture as code? Il y a 3 étapes. La première, c'est la collecte et la modélisation. On s'est basé sur 3 sources de données. Donc, il y avait GitLab. GitLab nous a permis d'identifier les modules sans contributeurs et de suivre l'évolution du code. On avait des outils de déploiement comme Argo CD et Kubernetes qui, eux, avaient déjà des conventions fortes, et notamment Argo CD, qui nous impose d'avoir un répertoire de déploiement par application. Et on a fait correspondre le nom de ce répertoire de déploiement au nom de l'application du répertoire qui était dans le monorepository. Ça nous a permis d'identifier très facilement une application et les ressources d'infrastructure qu'elle consomme. On a aussi Kubernetes qui est très pratique puisqu'il fournit déjà des fichiers interprétables par les machines et par les hommes. Et on y a rajouté des conventions de nommage sur les fichiers pour identifier facilement les batchs. Par exemple, ils s'appellent tous cron job le nom du batch, ou les composants Rabbit qui s'appellent tous RabbitMQ quelque chose. Donc, on identifie facilement les VOS et tout ce qui est routing key. Et le code source en 3e source de données avec déjà des conventions dans le monorepo où chaque application a son répertoire dédié, et quand on veut faire un back-end, on l'appelle API, et quand on veut faire un front-end, on l'appelle front dans les sous-répertoires. Avec des fichiers de configuration pour les variables d'environnement qui portent toujours le même nom, qui sont déclarés toujours au même endroit des applications. Ce qui nous permet de parser facilement les variables d'environnement, et notamment avec d'autres conventions de nommage, comme si jamais on veut contacter une autre application, veut contacter une autre application, l'URL de l'application destinatrice devra s'appeler le nom de l'application, qui est le même que dans le monorepo, _API _URL, ce qui nous facilite la recherche des dépendances inter-applications. On a aussi d'autres conventions qu'on a mis en place pour la cleanarchy, pour identifier les domaines métiers. C'est-à-dire qu'en cleanarchy, chez nous, le répertoire qui contient les domaines métiers s'appelle toujours domaine, et les fichiers doivent avoir le nom explicite du domaine métier en question. Et voilà, donc une fois qu'on a toutes ces informations, avec un script Python, on est capable de toutes les collecter et de les modéliser dans une base de données relationnelle. Ça va nous donner donc des tables avec applications, messages, badges, dépendances. Une fois qu'on a une base de données relationnelle, il devient très facile via un script Python de générer des visualisations. Alors nous, on a choisi graphisme, il y en a d'autres. Et on peut donc générer de la documentation sous 3 formats. Un format plutôt Markdown qu'on va déposer dans GitLab. Enfin, on va déposer tous les formats dans GitLab, mais là, on va utiliser le wiki GitLab. Donc, ça va nous générer un site un wiki qui va nous permettre de diffuser toutes les informations sur l'architecture au sein du plateau. Une application HTML qui va, elle, plutôt être utilisée essentiellement par les architectes parce que c'est plus facile, on peut mettre de l'interactivité et on peut rechercher des informations plus facilement. Et un format plutôt institutionnel qui va être en format PDF et qui va plutôt être utilisé comme un DAT et comme outil de communication vers l'externe. Là, je vais passer à des exemples du coup de documentation qu'on génère. Là, c'est un schéma d'architecture, donc il y a 3 grandes zones, c'est un peu compliqué à lire. C'est pour ça qu'on a la facilité de pouvoir zoomer et donc d'aller directement sur une application en particulier, et quand on clique, on voit ces liens directs.
Ça, c'est un outil de communication sur l'onboarding qui est très pratique. Et on voit en plus donc différents layers, un layer vert pour le front-end, un layer bleu pour tout ce qui est back-end, des layers de composants qui sont hostés chez nous. Et on a un layer rouge qui, là, est plus ou moins une règle d'architecture qu'on a mis chez nous, qui est que quand un composant a plus de 15 connexions internes, il est automatiquement flagué comme critique ou central. Ce qui nous permet d'avoir une attention particulière sur ces composants-là qui sont vraiment à la base de notre SI. On est capable aussi d'avoir du coup des listes d'événements qu'on obtient via les fichiers déclaration de RabbitMQ. Comme chaque routing key chez nous est un nom d'événement, on peut ensuite très facilement faire des tableaux pour faire des études d'impact. À chaque fois qu'on va changer un événement, on sait quelle application va le consommer. Pareil pour les habilitations qu'on récupère grâce à une variable globale qui va nous dire sur l'agent connecté, qui va nous dire quelles applications sont utilisées, quelles habilitations sont utilisées dans quelles applications, mais aussi quelles sont les habilitations nécessaires pour faire fonctionner une application. Alors ça, c'est assez important, surtout pour les RSSI, c'est la version des frameworks de notre socle technique par application. Donc, en ce moment, il y a quand même pas mal d'attaques cyber, donc on peut pas, surtout dans notre contexte, on ne peut pas avoir des frameworks qui sont plus maintenus. Donc ça nous permet d'anticiper les mises à jour des frameworks, parce que dès qu'on met, comme on utilise le même langage partout, dès qu'on met à jour un framework, on se prend des petits temps de latence. Donc, dans les plannings, il vaut mieux le connaître. Là, c'est une vision un peu plus globale de bout en bout sur RabbitMQ, qui montre une vision par vhost, exchange, queue, routing key et application. Et ça, c'est la fin de la vision globale qu'on voulait avoir. Au niveau de la carte d'identité d'une application, on est capable de faire un schéma d'architecture local à une application avec ses fronts, les backends qu'elle contacte, si elle a des bases de données, son organisation RabbitMQ. Support qui est très intéressant pour appréhender la complexité d'une application et aussi un support de discussion avec les équipes qui est très bien parce qu'il nous permet vraiment de parler sur du concret de l'application. Toujours dans la même veine de la carte d'identité, du coup, on donne la liste des cron jobs. Donc, vous voyez que c'est des noms qui sont assez explicites sur les domaines métiers et sur les habilitations. On est capable aussi, du coup, d'avoir la carte d'identité de l'application et les messages qu'elle consomme et qu'elle émet, avec une vision un peu plus détaillée qui nous dit donc le nom de l'événement ou de la commande, le VHOS par lequel il est passé, l'exchange par lequel il est passé, l'application qui nous l'a soit envoyé, soit on l'a consommé, et la queue où on a récupéré le message. Dernier axe, c'est la prise de recul. Et là où on voit un tree map qui nous donne la répartition du code par application. Alors, ce n'est pas quelque chose qui amène une décision directement, mais là, par exemple, je vous ai mis l'application qui chez nous est CRSS, qui l'an dernier était la 4e en termes de taille de code, qui est passée 2e. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette application. Et il y a peut-être un temps de prise de recul en un an pour se dire, est-ce qu'on n'a pas manqué des choses? Est-ce que les domaines ont été bien découpés? Est-ce qu'il y a des actions à faire ou pas? Une autre visualisation qui est dans la même veine, c'est d'avoir donc la taille des applications, mais aussi d'être capable d'isoler des applications qui ont peu évolué. Là, on a vraiment une liste d'applications qui a moins de 1000 lignes de code d'ajouter sur l'année, et de temps en temps, il y en a même des négatives, quand on refactor un peu. Et là, ça peut se poser des questions de mettre ces applications peut-être complètement en TMA. Et enfin, une dernière visualisation qui va nous aider à la prise de recul, qui sont les applications sans contributeur, ce qui est très intéressant pour savoir si on a des applications critiques sur lesquelles on n'a plus de contributeurs sur le plateau. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire, voire de se dire que ce n'est pas très grave d'avoir des applications sans contributeur, mais que si jamais on a un projet qui va repasser sur ces modules, peut-être qu'il va falloir un temps de réappropriation du code. Voilà, donc moi j'en ai fini pour ma partie sur mon Rex
Oui, Greenfield. Et je vais laisser passer la place à Adrien pour le Rex du Legacy. Merci beaucoup. Bonjour. Dans cette fois, je passe à un Rex Legacy. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter sur mon système d'information? C'est un SI qui a 30 ans d'histoire. Donc, il y a environ, il y a 15 produits, qui représentent une soixantaine d'applications. On a des millions d'utilisateurs. Le SI, il est vraiment très lié à du réglementaire, qui forcément change rapidement, souvent, et c'est souvent très urgent. Il y a des enjeux de visibilité. Ce sont des applications grand public. On est sur une architecture continue. Le SI est sans arrêt en train d'évoluer. Côté tech, on est sur de l'infrastructure as code, sur du cloud privé, et on utilise pour la configuration et le déploiement Terraform Ansible. Côté stack technique, c'est majoritairement du Java Spring Boot et du React. D'autres éléments de contexte, comme je disais, c'est un SI qui a 30 ans d'histoire. La plateforme a été en partie refondue en 2019. Pendant cette refonte, il y a eu 3 silos, ce qui a permis d'aller plus vite, mais qui a eu comme pour conséquence d'avoir des pratiques qui ont été hétérogènes. Chaque silo allait à son rythme pour aller plus vite. Pareil, des technos, elles étaient similaires, parce que c'était quand même la consigne, mais des versions et des usages différents, ce qui rend les pratiques différentes. Mais maintenant que la refonte est en grande partie terminée, que le SI est en train de vivre, il y a une grande volonté de standardiser et d'urbaniser le SI pour avoir une meilleure faciliter cette maintenance. Et donc, ça a été l'opportunité pour déclencher des travaux d'architecture as code pour piloter cette urbanisation. Comment ça fonctionne de mon côté système plus legacy? Donc, les données, elles arrivent de 3 sources. La première source, c'est GitLab. GitLab me permet de récupérer les applications et les contributeurs sur les projets. Deuxième source de données, c'est local source, la plus importante, celle qui permet donc de détecter les technos, les versions de ces technos, s'il y a des tâches planifiées et diverses stats sur le code source. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie pour récupérer les dépendances qui, elle, se base sur un DSL. J'en reparle juste après. Et donc, pour récupérer toutes ces données, donc on a un script Python qui va récupérer les données, parser les données, et derrière, va les stocker dans une modélisation qui est dans un document version. Pourquoi est-ce qu'on fait un nouveau DSL? Vous allez me dire, parce qu'il en existe plein. Donc là, moi, mon besoin, c'était de modéliser de manière la plus simple possible une dépendance d'une application. Donc là, ce DSL, il est vraiment dédié à expliciter les dépendances d'une application. Donc là, moi, l'ambition, l'enjeu, c'était d'avoir le moins d'efforts possible pour pouvoir maintenir ce DSL, puisque la difficulté dans ce genre d'exercice où on déclare manuellement, c'est comment garder les données fraîches dans le temps. J'ai tenté de faire une approche via convention, mais je disais 30 ans d'histoire, 60 applications, des pratiques différentes, trop difficile de mettre en place ces conventions à l'échelle du SI. J'ai tenté de faire aussi une approche via les fichiers de config. Je me suis dit, dès que des applications Java, lisons les fichiers de config, on va détecter les dépendances dedans. Et non, raté, trop d'écart. À chaque fois, j'avais des cas particuliers, donc ça n'a pas fonctionné. Et donc, c'est pour ça que je me suis reposé sur un DSL, mais au lieu d'utiliser un déjà existant, comme Structurizer ou des modèles autour de C4, j'ai trouvé trop verbeux, trop complexe, et j'ai senti le risque que ça ne soit pas utilisé ou pas mis à jour. Donc, d'où ce DSL qui est minimaliste et très spécialisé pour représenter une application. À droite, ici, là, je vous ai fait un petit screenshot pour une des applications. Et donc, en fait, on se concentre vraiment sur c'est quoi l'application, comment elle est exposée, qu'est-ce qu'elle utilise comme observabilité, son usage des communs, et enfin, la liste des dépendances en donnant juste 2 informations pour une dépendance, son nom et son type. Une fois qu'on a collecté donc, toutes ces données et qu'elles sont stockées, on a un deuxième script Python qui, cette fois, va consommer ces données et va pouvoir générer un site statique en HTML, CSS, JS, rien d'incroyable, et l'utilisation de la librairie Python Diagrams qui permet donc de générer des schémas. Et donc, tous ces résultats sont versionnés, stockés sur GitLab pour diffusion et remontée dans l'histoire. En opportunité, avec ces données collectées, on a mis en place un rôle Ansible, parce qu'on avait des difficultés, comme dans beaucoup de SI, sur les flux. Et donc, on a pu mettre en place un rôle qui va venir vérifier les flux, s'ils sont ouverts ou pas, en se basant justement sur le DSL dans ces dépendances. Si je vois que j'ai une dépendance, est-ce que ce flux est ouvert ou non? Et à la fin, j'ai ma boîte à outils qui est complète.
Côté démo, donc là, je vous montre un peu le rendu, donc c'est le site de rapport. Donc là, sur cette page, on peut voir, en fait, c'est la liste de tous les projets qui appartiennent au groupe et quelques informations rapides pour ces applications-là. On peut rentrer dans le détail de chaque projet. Et donc là, on a une présentation générale. Donc on a quelques stats, nombre de commits, nombre de lignes de code, les contributeurs, et voir le nombre de contributeurs actifs sur ce projet-là. On a une deuxième vue, pas très bien, mais ce qu'on peut raconter là-dessus, c'est qu'on peut détecter les technologies et les versions associées, donc back-end, front-end. C'est essentiellement ce qu'on a dans les repos. Et une première répartition par langage de programmation. On a une deuxième vue qui est les batchs. Donc là, on va détecter dans le code source, j'ai 2-3 patterns. Le coup de chance, chacun a fait un peu la même chose. Donc, on peut détecter dynamiquement les batchs. Et là, j'ai rajouté une information qui est suite à un incident de prod. Donc, c'est le concept de lock ou pas sur les batchs pour gérer la concurrence. Donc, on a eu une erreur en prod et donc l'outil a été mis à jour pour justement se détecter rapidement les écarts sur ce point-là. Une deuxième vue, donc c'est la partie schéma. Donc là, c'est la seule partie qui se base sur le DSL, c'est la partie dépendance, celle que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre via la détection du code. Et donc là, c'est un schéma qui est généré à partir de ces dépendances. Et donc c'est vraiment la vue locale de l'appli, c'est de quoi a besoin l'appli pour fonctionner, comment elle est exposée, la partie observabilité et toutes ces dépendances. Et il y a aussi, on fait apparaître la partie middleware, donc les buckets d'échange S3 ou les API avec l'API management. Une dernière vue dans l'outil qui permet aussi donc faire le focus technologique, ça c'est le suivi de l'obsolescence des projets. Donc là, j'ai une vue front-end, une vue back-end où on va suivre en fait les versions de Java utilisées, les versions de Gradle utilisées et les versions de Spring qui permettent donc en un coup d'œil de suivre les montées de versions critiques suite à des remontées de sécurité. Et il y a le pendant pour le front avec le React. Et aussi, là, on avait rajouté, par exemple, le DSFR, le suivre la version, quels sont les projets front-end qui respectent le DSFR. Là, c'est la partie test de flux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais au moins, je vous raconte un peu ce qu'on peut en tenir. Donc là, c'est l'exécution du rôle Ansible. Donc là, on a fait une évolution du DSL pour ajouter justement l'URL à tester sur le flux. On voit comme ça, à chaque mise en prod, ou à chaque fois qu'on suspecte un flux fermé, on peut l'exécuter ce rôle et on a tout de suite la réponse. C'est fini pour la partie démo sur Rex Legacy. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de cette architecture as code? La partie démarche, donc la conviction qu'on a avec Pierre-Jean, c'est vraiment de faire une mise en place incrémentale. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'avoir le plus d'outils en disant ça pourrait être utile, c'est vraiment se motiver par les besoins, quelles sont les difficultés rencontrées par les équipes ou par les architectes, et donc c'est mettre en place les outils au fur et à mesure pour qu'ils soient parfaitement adaptés aux problématiques. On a la conviction quand même que la meilleure source, ça reste le code source. Pierre-Jean a réussi à faire l'analyse complète grâce au code source. Moi, j'ai dû me baquer un peu avec un DSL, mais en tout cas, le fait de se baquer sur le code source, on est sûr d'être le plus proche de la réalité et de limiter du coup l'effort de maintenance. Sur le comment faire, on pense qu'il faut mieux le faire en 3 étapes. Donc une partie collecte, on vient récupérer les différentes sources de données. Une partie où on modélise pour avoir le même format et qu'on le stocke pour pouvoir après le mettre à disposition de la dernière étape, qui est la visualisation et l'exploitation. On peut faire différentes visualisations. J'ai fait qu'un site. Côté Pierre-Jean, il a fait aussi du Markdown et même une génération de DAT. Ou même dans l'exploitation, moi j'ai utilisé pour faire des tests de non-régression sur les flux. Pierre-Jean peut faire des requêtes dans sa base SQL quand il a besoin de faire des vues particulières. Qu'est-ce qu'on a pu observer comme gain? Déjà, moins de temps passé sur la documentation, puisqu'on est capable de générer une grande partie qui en plus est plus fiable, puisqu'elle se base sur le code. Et donc, on est plus proche de la réalité. Tout ce qui est décision et discussion d'architecture, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on est vraiment se repose sur l'implémentation réelle et pas sur seulement l'intention ou des documentations dépassées. Moins de sollicitation des équipes entre elles ou des archives vers les équipes, puisque les données elles sont mises à disposition de tout le monde. On peut constater une meilleure maîtrise globale du système, puisqu'on est capable d'avoir un suivi en un coup d'œil des dépendances, des obsolescences, et aussi détecter les écarts de pratique. Si un projet ne remonte pas correctement dans l'outil, on peut supposer aussi qu'il est en décalage par rapport aux pratiques attendues. Et puis enfin, les gains, c'est des opportunités.
une fois qu'on a stocké le SI, on peut activer plein de nouveaux usages en fonction des besoins. Troisième takeaway, c'est l'IA. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? On l'a vraiment utilisé comme un déclencheur. Grâce à l'IA, on a pu analyser des grands pans de code qui auraient été un peu coûteux et fastidieux avant, et comme ça, on a pu détecter est-ce qu'il y a un intérêt ou pas de mettre en place une analyse sur tel angle ou tel mettre en place l'architecture. Et enfin, une fois qu'on se dit, OK, on veut investir sur ça, on va pouvoir utiliser l'IA pour générer les scripts d'analyse sur mesure. Donc, on va vraiment pouvoir customiser chaque script par rapport aux besoins du SI et de la façon dont il est fait. C'est quelque chose qui aurait pu être un peu compliqué à 100, puisqu'il aurait fallu une équipe de développement pour maintenir ces outillages. Merci à tous, et puis au revoir, à bientôt. Au revoir.